Et si derrière les murs luxueux de Paris et de la Côte d'Azur se cachait une partie du puzzle politique camerounais? Entre appartements huppés, villas avec piscine et rumeurs de remaniement gouvernemental, certains noms bien connus du Cameroun refont surface. Et cette fois, la question est pas simple. Patrimoine privé ou enjeu politique? Bienvenue sur Radar 237, la chaîne qui observe l'actualité camerounaise, parfois avec un microscope. Si vous aimez les analyses claires, les enquêtes et les décryptages sans détour, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer, parce qu'au Cameroun, l'actualité va vite, et parfois très loin. Partie 1. Les biens immobiliers évoqués. En France, quand on parle de pouvoir, on parle souvent de décisions politiques, de discours, d'élections, mais rarement de pierres, de murs et de toits. Pourtant, dans bien des cas, les bâtiments racontent aussi une histoire, et parfois ces histoires voyagent très loin. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la discussion nous emmène loin de Yaoundé, loin du palais d'Etoudi, direction la France, plus précisément dans certains quartiers où l'immobilier n'est pas seulement une question de logement, mais aussi de prestige. Depuis quelques années, plusieurs informations circulent sur l'existence de biens immobiliers attribués à des membres de la famille présidentielle camerounaise en France. Ces informations ont notamment été relayées par le lanceur d'alerte camerounais Boris Berthold. Il faut le dire clairement dès le départ, certaines acquisitions sont évoquées dans des documents et enquêtes immobilières, mais les estimations globales du patrimoine restent débattues et aucune enquête judiciaire définitive n'a confirmé certains montants avancés. Cependant, certains biens précis reviennent régulièrement dans les discussions. Le premier bien mentionné dans ces informations remonte à l'année 1997. Nous sommes alors à Levallois-Perret, une commune située dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris. Un endroit bien connu pour ses immeubles modernes, ses bureaux et surtout pour ses prix immobiliers qui ne font généralement pas sourire les portefeuilles modestes. C'est dans cette commune qu'aurait été acquis un appartement attribué à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Selon les informations disponibles, cet appartement aurait été acheté à travers une société civile immobilière, ce qu'on appelle plus simplement une SCI. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, une SCI est une structure juridique qui permet de détenir un bien immobilier à travers une société plutôt qu'en nom propre. Ce type de montage est parfaitement légal et très utilisé dans l'immobilier, notamment pour gérer un patrimoine ou organiser une succession. La valeur estimée de cet appartement, au moment de l'achat, en 1997, aurait été d'environ 2,6 millions de francs français. Converti aujourd'hui, cela correspond à peu près à 528 000 euros. À première vue, cela peut sembler être un investissement immobilier classique. Mais pour certains observateurs, ce bien est souvent cité comme l'une des premières acquisitions immobilières connues en région parisienne, associée à la première dame. Et c'est là que la discussion commence à prendre de l'ampleur, parce qu'après Levallois-Perret, les regards se tournent vers un quartier encore plus célèbre, le 16e arrondissement de Paris. Pour ceux qui connaissent un peu la capitale française, le 16e arrondissement est souvent considéré comme l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. On y trouve de larges avenues, des immeubles haussmanniens élégants, des ambassades et surtout des appartements dont les prix peuvent facilement donner le vertige. Dans ce secteur très recherché, plusieurs enquêtes immobilières évoquent l'existence d'au moins un appartement qui aurait été acquis entre 1997 et 2009 par Chantal Biya. Certaines sources parlent même d'un ensemble de plusieurs appartements. Selon les estimations relayées dans ces investigations, 3 appartements auraient été achetés en France au cours de cette période pour un montant total estimé à plus de 2 millions d'euros. Dans le monde de l'immobilier de luxe, ce type d'investissement n'est pas rare. Mais ce qui a attiré l'attention de certains analystes, c'est la manière dont certains de ces biens auraient été payés. D'après les informations
évoqué dans certaines enquêtes immobilières, certains paiements auraient été effectués comptant. Dans le langage de l'immobilier, cela signifie que l'acheteur paie directement le montant total du bien sans passer par un crédit bancaire classique. Pour les professionnels du secteur, ce type d'achat existe, mais il reste généralement réservé à des acquéreurs disposant d'importantes liquidités. Dans les quartiers comme le 16e arrondissement de Paris, ce type de transaction attire souvent l'attention des spécialistes du marché immobilier, car il n'est pas courant que plusieurs biens soient acquis de cette manière sur une période relativement courte. Évidemment, il est important de préciser que payer un bien comptant n'est en aucun cas illégal. De nombreux investisseurs dans le monde utilisent cette méthode. Cependant, dans le contexte politique camerounais, ces informations suscitent naturellement des interrogations dans l'opinion publique, parce que derrière la simple question immobilière se cache une autre interrogation plus large. Comment certains responsables politiques ou leurs proches gèrent-ils leur patrimoine à l'étranger? C'est une question qui revient régulièrement dans plusieurs pays africains. Et le Cameroun n'échappe pas à ce débat. Mais l'histoire des biens évoqués ne s'arrête pas aux portes de Paris, car selon les informations relayées, un autre bien immobilier serait situé dans une région très particulière de la France, une région qui fait rêver des millions de touristes chaque année, la Côte d'Azur. Et quand on parle de la Côte d'Azur, on parle de villes comme Nice, Cannes ou encore Monaco. Des endroits connus pour leur climat, leur vue sur la mer et leurs villas souvent spectaculaires. Selon les éléments mentionnés dans certaines investigations immobilières, un appartement situé à Nice serait également attribué à Chantal Biya. La période d'acquisition se situerait entre 1997 et 2009. Contrairement à certains biens évoqués à Paris, ce logement aurait été financé en partie par un prêt bancaire. Selon les informations disponibles, la banque BNP aurait participé au financement de cette acquisition. Dans le secteur immobilier, cela signifie que l'achat aurait suivi un schéma plus classique. Une partie financée par l'acquéreur et une autre par un crédit bancaire. Encore une fois, ce type de montage est tout à fait courant. Mais ce qui attire l'attention des observateurs, c'est la concentration de plusieurs investissements immobiliers dans différentes villes françaises au cours de la même période. Paris, Levallois, Perret. Nice, 3 zones différentes, mais un même pays. Pour certains analystes politiques, ces acquisitions illustreraient une stratégie de diversification patrimoniale, comme le font de nombreux investisseurs à travers le monde. Pour d'autres observateurs, ces informations relancent surtout le débat sur la transparence du patrimoine des responsables publics et de leurs proches. Parce que dans beaucoup de démocraties, la question du patrimoine des dirigeants est devenue un sujet de discussion publique. Et au Cameroun, cette question reste souvent entourée de beaucoup de mystères. Ce qui est certain, c'est que ces différents biens immobiliers mentionnés ont contribué à alimenter les discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains y voient simplement des investissements privés réalisés dans le cadre légal. D'autres y voient un symbole des écarts économiques entre les élites politiques et une partie de la population. Et comme souvent, dans ce type de débat, les opinions sont très partagées. Mais pendant que les discussions se concentrent sur ces appartements et ces acquisitions immobilières, un autre élément attire progressivement l'attention des observateurs politiques. Car au-delà des bâtiments et des villas, une autre question commence à circuler dans les cercles politiques camerounais. Une question beaucoup plus stratégique. Le rôle futur de Franck-Emmanuel Biya dans la vie politique du pays. Car pendant que certains parlent d'immobilier en France, d'autres regardent de plus près ce qui pourrait se préparer du côté du pouvoir à Yaoundé. Partie 2. De Paris à la Côte d'Azur. Si Paris représente le prestige discret, la Côte d'Azur, elle, incarne le luxe ostentatoire, là où les villas semblent donc défier le soleil et où le bleu de la mer se confond avec celui des piscines privées. Et c'est précisément là que l'histoire de la famille Biya prend une tournure plus spectaculaire,
Parmi les biens évoqués, un appartement à Nice retient l'attention. La ville n'est pas seulement connue pour son climat agréable ou sa promenade des Anglais, elle est aussi un véritable aimant pour les investissements étrangers. Les prix y grimpent plus vite que les touristes pendant la haute saison. Dans ce contexte, l'appartement attribué à Chantal Biya serait l'exemple parfait de ce que les spécialistes appellent un placement sûr dans l'immobilier de luxe. On parle ici d'un bien acquis entre 1997 et 2009, financé en partie par un prêt bancaire auprès de la BNP, ce qui montre une volonté d'équilibrer liquidité et financement. Ce qui frappe dans ce type d'investissement, c'est la régularité avec laquelle les acquisitions se succèdent. Paris, Levallois, Perret, puis Nice, on pourrait presque imaginer une carte postale de la richesse. Pour certains, il s'agit simplement d'une diversification patrimoniale classique. Pour d'autres, c'est un symbole des écarts économiques et sociaux qui existent entre le Cameroun et certains de ses dirigeants. Mais l'histoire prend un tournant plus spectaculaire lorsque l'on évoque Cap-Martin, cette commune située à quelques pas de Monaco. Ici, nous ne sommes plus dans des appartements, mais dans une villa avec piscine, nichée dans un domaine privé prisé par les plus fortunés. La villa est attribuée à Franck Emmanuel Biya et aurait été acquise en 2004 pour une valeur estimée à près de 3 millions d'euros. Imaginez un instant le soleil qui éclaire la Méditerranée, les palmiers qui se balancent doucement au vent, et cette villa qui domine la mer, symbole d'une aisance qui dépasse largement la simple gestion d'un patrimoine personnel. Ce genre de bien n'est pas seulement un investissement, c'est aussi une déclaration de position sociale. Posséder une villa à Cap-Martin, c'est appartenir à un cercle très fermé, où le luxe est à la fois un art de vivre et un message silencieux. Vous êtes là et vous comptez. Pour les Camerounais qui suivent l'actualité politique, ces informations prennent une dimension particulière. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui possède quoi. Derrière chaque appartement et chaque villa se posent des questions sur le rapport entre richesse, pouvoir et influence. Quand la famille présidentielle investit à l'étranger, cela alimente des discussions sur la transparence, sur l'égalité des chances et sur la perception que les citoyens ont de ceux qui dirigent le pays. Et si l'on regarde bien, ces biens suivent un certain schéma. Un premier investissement discret à Levallois-Perret, puis un pas vers le luxe parisien dans le 16e arrondissement, suivi d'un pas encore plus audacieux vers le soleil de la Côte d'Azur. Chaque acquisition semble annoncer la suivante, comme si les murs eux-mêmes racontaient une histoire. Certains observateurs politiques aiment rappeler que ce n'est pas seulement une question de patrimoine, c'est aussi une manière de se créer un réseau, d'avoir des points d'ancrage dans des zones stratégiques proches de centres économiques et financiers européens. Nice et Cap-Martin ne sont pas choisies au hasard. Elles offrent non seulement un cadre de vie agréable, mais aussi un accès direct aux dynamiques économiques de la région. Mais il y a un détail qui attire particulièrement l'attention. La villa de Cap-Martin est attribuée à Franck Emmanuel Biya, le fils aîné du président. Alors que les appartements à Paris et Nice sont liés à la première dame, cette villa montre que le patrimoine immobilier familial dépasse largement les acquisitions individuelles. Cela donne matière à réflexion sur la manière dont le pouvoir et le patrimoine se croisent, surtout quand on commence à évoquer l'entrée possible de Franck Biya au gouvernement. Il faut aussi mentionner la manière dont ces biens sont gérés. La villa est située dans un domaine privé, ce qui garantit un certain niveau d'intimité et de sécurité. Dans le contexte européen, où la proximité des voisins peut parfois devenir une source de tension, ce type de localisation est très recherché. Mais pour le public camerounais, cette villa devient un symbole visible, presque tangible, de la distance entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui en subissent les conséquences. Et c'est là que l'histoire prend tout son sel. Entre Paris et la Côte d'Azur, il ne s'agit pas seulement de biens immobiliers, il s'agit d'une trajectoire, d'une accumulation planifiée
qui en dit long sur la manière dont certains acteurs du pouvoir camerounais envisagent la richesse et la sécurité. Certains analystes aiment aussi rappeler que ces biens peuvent servir de point d'appui pour des voyages fréquents, pour des rencontres discrètes ou même pour des placements à long terme. Dans les cercles où l'influence politique et économique se croisent, posséder un pied-à-terre à Nice ou à Cap-Martin n'est jamais anodin. Et pourtant, malgré cette concentration de biens et ce luxe ostentatoire, les informations restent fragmentaires. Les estimations sur la valeur totale du patrimoine varient énormément et aucune enquête judiciaire ne vient confirmer ou infirmer ces chiffres. Cela laisse la porte ouverte aux spéculations et aux débats parmi la population et les observateurs. Mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que cette série de biens immobiliers en France alimente une discussion beaucoup plus large, celle de l'opacité du patrimoine, de la gestion des richesses à l'étranger et du lien entre héritage familial et ambition politique. Chaque appartement, chaque villa raconte une bonne histoire qui dépasse les murs et le confort. Elle touche au pouvoir et à la succession, à l'influence et à la visibilité internationale. Ainsi, alors que nous avons suivi Chantal Biya de Paris à Nice et Franck-Emmanuel Biya à Cap-Martin, un motif se dessine. Les biens immobiliers ne sont pas seulement des logements, mais des repères, des indicateurs, des points stratégiques qui reflètent les choix et les ambitions d'une famille au sommet de l'État. Et si ces biens français nous donnent une image, ce n'est que le début. Car derrière cette accumulation de propriétés, une question brûle les lèvres de beaucoup de Camerounais. Ces acquisitions resteront-elles de simples investissements privés ou deviendront-elles des éléments d'un futur rôle politique plus affirmé pour Franck-Emmanuel Biya? Et c'est exactement ce qui nous amène à explorer la prochaine partie où nous regarderons les chiffres estimés et les débats qu'ils suscitent autour de la valeur globale du patrimoine familial en France et ce que cela peut signifier pour la scène politique au Cameroun. Partie 3. Des chiffres qui font débat. On pourrait penser que l'histoire des appartements parisiens, de l'appartement à Nice et de la villa à Cap-Martin s'arrête là. Mais non, quand il s'agit du patrimoine immobilier d'une famille au sommet du pouvoir, les chiffres prennent vite des proportions qui font tourner la tête. Et au Cameroun, vous le savez, les chiffres ne sont jamais seulement des nombres. Ils deviennent des sujets de discussion, des arguments, des rumeurs et parfois même des épices dans le pot-au-feu politique. Certaines organisations et associations ont tenté de mettre un chiffre sur ce que valent tous ces biens réunis. Et attention, parce que là, on passe du simple appartement de luxe à quelque chose qui ressemble à un coffre-fort géant dans l'imaginaire collectif. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, plusieurs centaines de millions. Pour beaucoup, ce n'est plus seulement de l'immobilier, c'est presque un petit royaume sur le sol français. Mais avant de paniquer ou de jubiler, il faut rester sérieux. Ces chiffres restent des estimations. Aucune enquête judiciaire indépendante n'a officiellement validé ces montants. Les sommes avancées circulent dans les médias et les réseaux sociaux, mais elles ne sont pas certifiées. Autrement dit, on a un mélange de faits connus et de spéculations qui s'entremêlent. Un cocktail qui fait parler les Camerounais depuis Yaoundé jusqu'aux villages les plus reculés. Alors comment ces chiffres sont-ils calculés? Pour certains analystes, il s'agit simplement d'additionner les biens connus et d'y ajouter des approximations basées sur la valeur du marché immobilier français. Mais dans ce jeu de calcul, chaque appartement, chaque villa devient un symbole de richesse et de pouvoir. Et c'est là que la discussion devient plus profonde que l'immobilier. Elle touche à la perception de la justice, de la transparence et de l'égalité. On pourrait se dire que ces investissements sont juste le fruit d'une bonne gestion patrimoniale. Et c'est vrai, dans un contexte normal, investir dans l'immobilier à l'étranger peut être un choix intelligent, une manière de protéger son argent. Mais au Cameroun, où une grande partie de la population lutte encore pour accéder aux services de base, ces chiffres deviennent naturellement une source de questionnement et de critique.
Certains se demandent si les mêmes opportunités seraient offertes à tout le monde, ou si elles restent réservées à quelques-uns. Le débat ne se limite pas à la valeur totale du patrimoine. Il inclut aussi la manière dont ces biens ont été acquis et gérés. Achetés comptant ou avec un prêt bancaire, passés par une SCI, chaque détail alimente les discussions. Les observateurs politiques et économiques y voient des indices sur la stratégie d'accumulation et sur la manière dont l'argent circule entre la famille et le monde extérieur. Et puis, il y a la dimension symbolique. Quand on parle de plusieurs centaines de millions d'euros en France, on parle aussi d'une visibilité internationale. Chaque propriété devient un point de référence, une manière de dire « nous sommes ici et nous avons notre place ». Dans les cercles de pouvoir, posséder un pied-à-terre à Paris ou une villa sur la Côte d'Azur n'est jamais anodin. Ce n'est pas juste une maison, c'est un marqueur social et politique. Mais ces chiffres, bien que fascinants, ne disent pas tout. Ils provoquent surtout une tension entre perception et réalité. Pour certains, la question n'est pas de savoir si ces biens existent ou non, mais plutôt ce qu'ils révèlent sur le pouvoir, l'influence et les priorités des dirigeants. Et c'est là que le débat devient presque philosophique. Que signifie accumuler autant de richesses à l'étranger quand votre pays a encore tant de défis à relever? Il faut aussi considérer l'impact sur la population. Quand les citoyens entendent parler de patrimoine évalué en centaines de millions d'euros, cela alimente le ressentiment, mais aussi la curiosité. Chacun se demande comment ces biens ont-ils été acquis et quel rôle jouent-ils dans la stratégie politique familiale. Et c'est précisément à ce moment que le sujet commence à se relier au futur rôle politique de Franck-Emmanuel Biya. Parce que l'accumulation de biens immobiliers ne se limite pas à l'aspect économique, elle devient un indicateur de pouvoir latent, de réseau et d'influence qui peut se traduire en ambition politique. Certains analystes suggèrent que ces biens constituent une forme de sécurité, une manière de préparer une position stratégique à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Ainsi, la discussion sur les chiffres ne se limite pas à l'immobilier. Elle nous force à réfléchir à l'intersection entre richesse politique et perception publique. Chaque appartement, chaque villa, chaque estimation contribue à un récit plus large, celui d'une famille qui, tout en restant au sommet du pouvoir, gère un patrimoine international dont l'ampleur reste à confirmer. Et pourtant, malgré toute cette accumulation, une question plane. Ces chiffres sont-ils un simple reflet d'une bonne gestion patrimoniale ou préfigurent-ils quelque chose de plus grand? Une influence accrue, un rôle politique futur, un positionnement stratégique pour les années à venir? C'est exactement ce qui nous conduit à la prochaine partie où nous examinerons les rumeurs et perspectives autour de l'entrée de Franck-Emmanuel Biya au gouvernement et les implications que cela pourrait avoir sur le paysage politique camerounais. Partie 4. La possible entrée de Franck Biya au gouvernement. Quand on a suivi le parcours des biens immobiliers en France, il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement de villas et d'appartements. Il y a derrière ces acquisitions une dimension politique que beaucoup d'observateurs commencent à lire comme un livre ouvert, mais dont les pages sont encore en partie cachées. Et dans ce chapitre, le nom qui revient le plus souvent est celui de Franck-Emmanuel Biya, le fils aîné du président. Depuis quelques mois, les rumeurs vont bon train dans les cercles politiques à Yaoundé et au sein du RDPC. Selon plusieurs sources, Franck Biya envisagerait une entrée prochaine dans le gouvernement avec un poste prestigieux, celui de ministre d'État. Pour ceux qui suivent attentivement la politique camerounaise, cela ne veut pas seulement dire un rôle au gouvernement. Cela signifie un positionnement stratégique, un pas vers l'influence directe et peut-être même la préparation d'une succession future. On parle d'un poste qui pourrait lui permettre de toucher à des dossiers clés, le ministère de l'administration territoriale ou celui de la décentralisation et du développement local. Deux portefeuilles qui ne sont pas anodins. Le premier est en contact direct avec les structures
administrative sur le terrain, tandis que le second touche au développement local, à la proximité avec les populations et au budget de terrain. En clair, ce n'est pas seulement un poste honorifique, c'est un poste qui offre un véritable pouvoir opérationnel. Et il faut le dire, cette perspective fait parler et pas seulement à la cafétéria du palais. Dans le monde politique camerounais, chaque nomination, chaque mouvement dans l'administration est scruté à la loupe. Les alliances se reforment, les stratégies se recalculent et les clans à l'intérieur du parti commencent à peser leurs options. Dans ce cas précis, certains parlent déjà d'une rivalité implicite entre le clan Bulu, auquel appartient Franck Biya, et le clan Nanga, dirigé par Ferdinand Nogo. Les observateurs avertis savent qu'au sommet du pouvoir, chaque mouvement est calculé et qu'une simple nomination peut déclencher des ajustements de grande ampleur. L'une des choses qui attire l'attention, c'est la manière dont cette possible nomination est discutée en coulisses. Certains secrétaires généraux de ministères ont été consultés pour préparer le futur gouvernement. On parle de personnes influentes, proches des décisions, qui peuvent orienter le choix des portefeuilles et anticiper les réactions des différents acteurs politiques. Ces consultations ne sont jamais anodines. Elles montrent qu'une stratégie est en cours, qu'on ne bouge pas les pièces du puzzle au hasard. Si l'on prend du recul, l'entrée éventuelle de Franck Biya au gouvernement pourrait se lire comme une combinaison subtile de deux éléments, la consolidation du pouvoir familial et la préparation d'une transition douce dans la haute sphère politique. Certains analystes pensent que Paul Biya, en plaçant son fils à un poste stratégique, s'assure que l'expérience et l'influence continuent de circuler au sein de la famille, tout en gardant un œil sur l'opinion publique et sur les équilibres internes du parti. Mais comme souvent, dans ce genre de contexte, il existe aussi des voix dissidentes. Certains acteurs du clan Nanga ne voient pas d'un bon œil cette montée en puissance. Ils pourraient chercher à freiner cette ambition, à réaffirmer leur poids dans les décisions et à garantir que leur influence ne diminue pas. Ce qui se dessine ici, c'est un équilibre délicat entre ambition personnelle, héritage familial et lutte d'influence au sein du gouvernement. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut aussi regarder le contexte plus large. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 4 décennies. À un moment ou un autre, la question de la succession devient incontournable. Et dans un système où la transparence sur les décisions politiques et le patrimoine est limitée, l'opinion publique commence à scruter chaque mouvement, chaque nomination et chaque acquisition. La maison en France, la villa à Cap-Martin, tout devient un signe, un indicateur de ce qui pourrait arriver à l'avenir.